Je suis impressionné par comment dire, la ténacité, le sérieux de l'écoute, mais là, ça va être, par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, des exposés très sérieux et très pointus dans tous les domaines. Là, je vous offre un peu de divertissement, parce qu'en fait, en acceptant cette invitation, je me suis dit, mais en fait, je ne suis plus impliqué sur des recherches sur la formation des entraîneurs ou sur même l'expertise des entraîneurs comme je l'ai été il y a un certain temps. Je ne suis pas impliqué dans des questions d'ingénierie et de conception de formation d'entraîneurs. Et bon, j'avais quand même déjà accepté, donc je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose qui soit intéressant, utile. Alors, et j'ai proposé ce titre, Questions vives sur la formation des entraîneurs, dépasser la querelle des ingénieurs contre les bricoleurs, etc., une des vieilles lubies desquelles j'étais parti. Et puis j'ai tout de suite mis des parenthèses à questions vives, parce que je me suis dit, bah, finalement, elles ne sont pas si vives que ça fait quand même un petit moment que ces questions-là se trimballent, se traînent, et qu'on ne les a pas tellement dépassées. Et voilà, l'enjeu, c'était de dire, est-ce que finalement on est allé plus loin, on peut dépasser ces questions-là. Alors c'est une réflexion qui est une réflexion assez libre, puisque vous avez vu, pas très comment dire, encadrée par des enjeux institutionnels, de conception de formation, etc. C'est une réflexion assez libre, bon, qui est basée sur une expérience de plusieurs années d'intervention dans des formations sportives et universitaires autour du développement de compétences d'entraîneurs. 3 parties. Je reviendrai sur cette question. Est-ce que l'entraînement, c'est une science ou un art? Une question un peu schématique, un peu caricaturale. Et puis je proposerai l'idée que finalement l'entraînement, c'est un savoir-faire immédiat fondé sur des dispositions cultivées. Alors j'expliquerai ça, parce que là, la formulation, elle n'est pas très évidente. Et favoriser, une troisième partie, favoriser le développement des compétences d'entraîneur. Alors, je partirai de cette idée qui a agité, ou animé un petit peu plusieurs auteurs et la communauté aussi de formateurs et de chercheurs dans le domaine de l'entraînement il y a quelques années. C'est finalement essayer de sortir d'une conception de l'entraînement qui serait une sorte de bricolage empirique pour aller vers une sorte d'ingénierie de l'entraînement. Alors, finalement, on a opposé assez rapidement un modèle de l'entraînement qui serait l'application d'une science, ou en tout cas de connaissances scientifiques, ici, par exemple, les connaissances de physiologie de l'entraînement, etc. Et puis un modèle qui serait basé sur un perfectionnement de la pratique, mais qui quand même serait pas complètement, comment dire, ne serait pas complètement renouvelé à chaque fois, qui sédimenterait une tradition qui, elle, se déposerait, se perpétuerait au sein d'une communauté sportive. Et en gros, ça opposait en tout cas deux sortes de conceptions de l'entraînement sportif. Une conception comme ingénierie, comme technologie scientifique, et puis une conception basé sur l'image du bricoleur, de l'intelligence rusée, intuitive, et qui serait une technologie empirique. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que depuis 30 ans, enfin 40 ans, je ne sais pas, il y a des progrès constants des sciences de l'entraînement dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Les préparations de sportifs de haut niveau et d'entraîneurs s'appuient depuis très longtemps sur des recherches qui sont menées sur l'entraînement, avec un peu l'idée, et des auteurs très tôt ont commencé à formaliser des règles, des principes, des éléments fondamentaux qui structureraient l'entraînement sportif, qui seraient vraiment fondés sur ces connaissances scientifiques. Un certain nombre de facteurs d'ordre biologique, psychologique, sociaux influencent le processus d'entraînement, le processus d'entraînement, les principes fondamentaux qui en découlent, chez des auteurs comme Weineck, comme Matveyev, comme Zatsiorsky, ce que vous connaissez très bien depuis longtemps, enfin, on a cette idée-là. Et il y a aussi des enjeux identitaires, parce qu'à un certain moment, on se dit, finalement,
pour que les entraîneurs s'imposent comme de véritables professionnels, il faut que ça s'appuie sur un savoir scientifique, et un petit peu l'image de, finalement, l'image un peu typique du médecin qui s'appuie sur une science, enfin, ou en tout cas sur des sciences. Bon, c'est un peu schématique, hein, j'ai prévenu, je vais être caricatural, un peu schématique. On voit aussi que les traditions techniques de l'entraînement se développent et se structurent, et en devenant de plus en plus, de mieux en mieux formalisées et diffusées. Là, je prends un exemple sur comment dire, des fiches d'entraînement que j'ai récupérées sur le site de la Fédération française d'aviron, qui est pour moi une sorte de modèle de la formalisation de l'entraînement et des stratégies d'entraînement, et d'une manière extrêmement précise, formalisée, etc. Donc là, par exemple, on a des plans d'entraînement pour les juniors, pour tous les mois de l'année, jour par jour, pour toutes les semaines, avec une identification du type de parcours, etc. Donc en fait, ça, c'est pas tout à fait issu des recherches, mais c'est à la fois issu de toute une culture scientifique et technique, mais aussi d'une tradition qui s'est progressivement perfectionnée et qui est jugée comme étant intéressante à diffuser dans toute une fédération comme ça auprès des entraîneurs de tous les entraîneurs d'aviron. Et en même temps, alors on voit ce progrès, et en même temps, ça fait très longtemps que ça dure, et c'est récurrent. Lorsqu'on interroge les entraîneurs sur les ressources qui leur ont permis de développer leur expertise, ou qui leur ont permis en tout cas de développer leurs compétences, alors de leur point de vue, hein, en général, on fait des questionnaires, on fait des entretiens, où on interroge les entraîneurs sur ce qui leur a permis de se développer en tant qu'entraîneur, ou bien d'accéder à ces emplois, ou à ces postes d'entraîneur de haut niveau. En fait, ils mettent d'une manière assez systématique la pratique, leur pratique comme pratiquants, comme sportifs, leur pratique d'entraîneur, et en particulier la relation avec des pairs un peu plus avancés qu'eux, ce qu'ils appellent des mentors, par exemple, dans les études anglaises, par exemple, ou américaines. La rencontre des mentors, le fait d'avoir travaillé avec un coach plus expérimenté, enfin, ils mettent en évidence le fait que le compagnonnage, le travail d'entraîneur adjoint pendant un certain temps, c'est ce qui leur a permis de se développer, plus fortement leurs compétences. D'autres situations de formation, les clinics par exemple, et ils mettent aussi en évidence le fait que ils ne seraient jamais construits comme ça s'ils n'avaient pas eu un engagement personnel très élevé dans leur pratique, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'inverse, il situe les théories de l'entraînement et les formations d'entraîneurs finalement comme des ressources relativement limitées, qui leur ont peut-être pas servi à rien, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on met en premier. Alors ça pose évidemment des questions à tous les formateurs d'entraîneurs. Et aussi les théories de l'entraînement, les formalisations de l'entraînement, il les situe comme finalement des ressources relativement peu importantes. On constate aussi, enfin ça c'est un ensemble de recherches qui l'ont montré, que finalement, parce qu'on s'est intéressé justement, on s'est dit ok, si les entraîneurs ne font pas ce qu'il y a dans les livres pour aller vite, si les entraîneurs experts n'appliquent pas ce qui est supposé favoriser leur expertise, alors que font-ils? C'est eux qui sont les experts et dont on va essayer d'étudier le fonctionnement. Donc il y a eu toute une série d'études sur que font les entraîneurs qu'on considère comme des experts. Alors très vite on s'est rendu compte que finalement les situations auxquelles ils étaient confrontés, c'est évidemment pas les situations c'est pas des situations aussi simples que celles qui étaient décrites d'une façon relativement analytique dans les ouvrages et dans les formations au métier d'entraîneur. Et les situations pratiques, elles les confrontent en permanence à des situations comme un petit peu celles qu'on a vues tout à l'heure, dans les situations de formation ou d'enseignement.
à des situations d'urgence qui comportent de l'incertitude, etc., de la multidimensionnalité. C'est des situations toujours singulières, même si on repère des traits un petit peu communs à certaines situations. Ben, en tout cas, c'est jamais exactement pareil. Aujourd'hui, j'ai pas fait ça parce que c'était un petit peu différent. Bon. Et donc des problèmes mal définis. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils mettent en place finalement des raisonnements qu'on pourrait appeler des raisonnements économiques basés sur des connaissances fortement ancrées dans leur expérience et qui leur permettent de reconnaître des situations vécues sur la base de ce que, alors certains auteurs ont appelé des modèles mentaux, mais sont en fait des agrégations d'expériences, de connaissances, de cas, de scénarios, d'images vécues déjà dans leur pratique. Et finalement, ça, c'est bien sûr très difficile à formaliser, voire impossible à formaliser d'une manière exhaustive, évidemment, mais c'est quand même ça qui organise l'activité de ces entraîneurs en situation. Bon, alors, il y a eu tous ces travaux-là, et qui ont amené assez vite à se dire, finalement, est-ce que les entraîneurs experts, on a comparé, par exemple, avec les études qui étaient faites sur les raisonnements des joueurs d'échecs experts. Alors, pas les joueurs d'échecs experts confrontés à une partie d'échecs normale, mais à ceux qui jouent dans les parties d'échecs contre 50 adversaires dans des parties dites simultanées, vous savez, où ils doivent passer d'une table à l'autre toutes les 10 secondes. Donc, un joueur d'échecs joue une pièce, pardon. Puis il passe à la table d'à côté, il joue une pièce, il passe à la table d'à côté, il joue une pièce. Il joue 50 parties de façon simultanée. Les grands maîtres d'échecs arrivent à maintenir un niveau de performance très élevé dans ces situations-là, alors qu'on sait que, c'est impossible d'un point de vue cognitif de retenir l'historique des parties, et que 2, en 10 secondes, ils n'ont pas le temps de poser de façon rationnelle, logique, toutes les alternatives possibles pour jouer le coup le plus adapté à chaque coup. Et donc, pourtant, ils maintiennent un niveau très élevé, c'est ce qu'avaient montré Chess et Simon il y a assez longtemps. Donc, ils maintiennent un niveau de performance très élevé. Et l'hypothèse qu'ils avaient faite, déjà, c'est assez ancien, c'est que, ben non, ils ne raisonnaient pas d'une manière algorithmique et logique, ils raisonnaient d'une manière analogique, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient des configurations de pièces d'une manière immédiate, intuitive, et ils ont inféré, ils ont fait l'hypothèse que ces joueurs experts pouvaient mobiliser jusqu'à 50 000 chunks. Alors ce qu'ils ont appelé les chunks, c'est en fait 50 000 configurations de jeux différentes qui leur donnaient à la fois un diagnostic immédiat et une solution. Sans nécessiter une réflexion très, très coûteuse. Alors évidemment, on peut se dire, mais ok, mais comment créer, comment favoriser cette constitution d'un répertoire personnel de cas permettant de faire face à ces situations. Donc on peut voir finalement l'entraînement, je reprends cette image à une métaphore qu'on avait utilisée, que Marc Durand avait utilisée, ça avait été un flop total, personne n'avait compris et s'était dit c'est quoi ce truc, et moi je la reprends pour essayer de voir si 15 ans après ça a un effet comparable ou pas. C'est la métaphore de Full Metal Jacket. Dans la caserne, tout est en ordre, tout est hiérarchisé, le système de commande fonctionne d'une manière linéaire, et puis il n'y a pas de problème. Dès qu'on sort de la caserne et qu'on va, vous savez, c'était pendant la guerre du Vietnam, et qu'on va dans la brousse, qu'on se trouve confronté à des ennemis. Alors on ne sait plus si c'est les amis, les ennemis, ils sont où, tout le monde est dispersé, le commandement est complètement désorganisé. Voilà, donc en fait le caractère très chaotique de cette situation du monde du dehors et l'ordre de la caserne. Et on avait fait cette comparaison finalement avec une conception de l'entraînement théorique qui serait cet ordre du dedans, et puis finalement la nécessité de s'adapter à un monde qu'on ne comprend plus du tout quand on est dehors. C'est un peu exagéré évidemment. Et donc, mais quand même, ça m'amène moi à proposer l'idée, encore une fois, ça se veut pas exhaustif tout ça, mais que finalement l'entraînement on peut le voir comme
un savoir faire face immédiat, il y a une nécessité à faire face à des situations d'une manière toujours singulière, immédiate, etc., mais fondée sur une culture scientifique et technique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'opposer les deux, c'est pour ça que je disais qu'il fallait dépasser, disons, cette vision un peu dichotomique ou d'opposition, et que donc, il faut les deux pour... alors, ça met en jeu évidemment les questions de relations théoriques pratiques, en tout cas la relation entre une technologie qui est fondée soit sur des sciences, soit sur une tradition technique, et il ne faut pas repousser les traditions techniques dans la sphère de l'empirisme et de ce qui ne serait pas bon. Non, je pense qu'il y a effectivement il y a des traditions techniques à transmettre, etc. Et puis aussi, évidemment, tout un ensemble de normes et de valeurs d'une communauté. Il a beaucoup été question de communauté, mais je crois que se former comme entraîneur, c'est aussi incorporer un ensemble de normes et d'une communauté sportive. Bon. Alors, et puis en même temps, formé à faire face à, formé à se faire face immédiat en situation. Alors, c'est bien gentil, mais finalement, il y a plusieurs façons de voir cette relation-là. Soit on considère que finalement, et je crois que là, il y a un clivage assez important, soit on considère que se faire face immédiat, c'est toujours quelque chose de moins bien que la conception idéale. C'est-à-dire, finalement, il y a un idéal de l'entraînement, il y a, ce que me répètent certains entraîneurs parfois, c'est, on sait, en fait, l'entraînement, c'est simple, on sait ce qu'il faut faire, simplement, soit on n'y arrive pas parce qu'il y a toujours des aléas, il y a toujours des trucs inattendus, alors on ne peut pas tout à fait faire ce qu'on avait prévu, mais on sait toujours, il faut continuer, on connaît la voie, on n'y arrive jamais parfaitement. Donc en fait, c'est une position assez désagréable, c'est-à-dire assez intéressante parce qu'on a une certitude, et puis désagréable parce qu'on n'arrive jamais vraiment à réaliser cet idéal, ou soit parce qu'on ne fait pas assez d'efforts, on n'est pas assez sérieux, on n'est pas assez attentif, et que si on travaillait plus, si on était plus sérieux, si on faisait plus d'efforts, alors ça marcherait mieux. On sait déjà ce qu'il faut faire. Donc s'approcher d'un idéal toujours inaccessible, et la situation, c'est toujours une source d'empêchement. Toujours une source d'empêchement. Je ne peux pas. Donc ça, c'est ce que j'appellerais une conception prescriptive. Mais qu'elle soit de l'ordre de l'application d'une tradition empirique ou de l'ordre d'une technologie scientifique. Pour moi, on peut avoir le même état d'esprit par rapport à ça dans les deux cas. Ou bien, vous avez vu, je fais dans la finesse, hein, c'est ou c'est blanc ou noir. Donc, ou bien, on peut voir ça comme étant étroitement connecté et étroitement interdépendant. Et donc, voir à la fois la technologie comme un ensemble de dispositions à agir, c'est-à-dire un ensemble de dispositions qui ouvrent des possibles, qui ouvrent des potentialités d'action, et en même temps, la situation comme des ressources aussi disponibles pour agir. Donc en fait, c'est une conception un petit peu différente, disons, qui propose une idée un peu plus créative et plus, dynamique des compétences des entraîneurs, et aussi de la formation des entraîneurs. Alors, deuxième point, un savoir faire face immédiat fondé sur des dispositions cultivées. Alors, ces dispositions cultivées, je vais aller très très vite là-dessus parce que en fait, ça paraît assez évident qu'il faille former des entraîneurs en leur permettant de s'approprier des connaissances et des compétences qui sont absolument indispensables pour enseigner, pour entraîner à une pratique. Il n'y a pas de... Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors je prends ce cas parce qu'il est récent. J'ai eu la chance de voir intervenir un entraîneur du Pôle France, le directeur d'ailleurs du Pôle France de Nantes, Bruno Boucher, alors il expliquait cet exemple-là. C'est un entraîneur d'aviron que Sophie, qui est au fond de la salle, connaît très très bien. Et donc...
Bon, je voudrais soutenir l'idée qu'on entraîne des sportifs afin qu'ils soient performants dans une pratique spécifique, celle-ci qui impose ses propres contraintes. C'est une évidence, quoi. Mais en même temps, il faut être assez fin là-dessus, je trouve. Par exemple, là, il prenait l'exemple de qu'est-ce que c'est qu'une bonne prise d'eau. Moi, quand je vais avec lui dans son bateau d'aviron, lui, à des moments, il donne à ses rameuses la consigne de lever les mains plus vite, je sais pas quoi, et il m'explique que lui, il a vu que la prise d'eau n'était pas assez rapide. Il voit ça, moi je vois rien du tout. Évidemment, je ne suis pas spécialiste d'aviron. Vous voyez comme quoi, d'ailleurs, on peut réussir à très très bien à parler de ce qu'on ne connaît pas sans... Bon, alors, qu'est-ce que... je ne serais pas universitaire. Moi, j'arrive à faire ça, en tout cas. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne prise d'eau? Alors lui, après, il analyse ça. Il dit, en fait, si on filme ça en vidéo, une bonne prise d'eau, ils ont une référence d'un bateau performant, et la prise d'eau, c'est 4 images. Et il dit tout simplement 4 images de vidéo. Donc ça fait 0,16 secondes par image, comme chacun sait. Et une course d'aviron, c'est 240 coups. Au bout de 240 coups, s'il y a une image de décalage, ça fait 9 secondes et quelques. Bon, lui, c'est pas tellement l'exemple en lui-même qui est intéressant. C'est que lui, il est capable de voir ça. Et c'est pas le fait qu'il soit capable de voir ça qui est intéressant. C'est le fait que ce détail-là, c'est pas un détail comme n'importe quel autre. C'est le détail qui est organisateur pour lui de la performance de ce rameur à ce moment-là, etc. C'est-à-dire que c'est le détail qui change tout. C'est pas n'importe quel détail, c'est pas regarder tous les détails. Donc en fait, être capable de s'approprier une culture technique, c'est c'est d'abord savoir évidemment repérer ce qui est fondamental dans la pratique, ce qui est structurant, ce qui est vraiment bon. Donc ça c'est indispensable. Deuxième on entraîne des sportifs pour qu'ils se développent, pour qu'ils atteignent leurs objectifs le jour J, c'est-à-dire avec des échéances datées, des objectifs datés. Et là, je pense que ça suppose nécessairement, évidemment, chacun, je pense, sera ici aussi d'accord, des compétences qui permettent, et des connaissances qui permettent de comprendre pourquoi on ne peut pas être au top tout au long de l'année, pourquoi on ne peut pas être, pour se préparer à la compétition, la chose la plus pertinente qui soit, c'est pas de répéter des compétitions. Pourquoi, alors que ça paraît comme intuitivement assez intéressant a priori. Quel principe favorise des adaptations majorantes chez les sportifs? On a parlé tout à l'heure de décalage optimal, etc. Voilà. Donc en fait, il faut évidemment que ces principes-là soient aussi appropriés au point qu'ils ne fassent plus problème. Ils n'ont pas besoin d'être déclarés. Ils n'ont pas besoin, chez les entraîneurs, d'être déclarés. Le gars, il est capable de parler de ce décalage optimal, de la charge, du dosage optimal de la charge d'entraînement, etc. Il a simplement besoin que ça l'organise dans sa situation. Alors le problème, c'est comment on fait ça, comment on arrive à ça. Troisièmement, ça a été beaucoup aussi évoqué ce matin, la question de l'appropriation, de ne pas se substituer aux sportifs, mais on entraîne des sportifs pour qu'ils s'approprient leur entraînement. Et ça suppose nécessairement aussi l'incorporation d'une technologie un peu formée, parce qu'il faut qu'elle puisse être à minima explicitée. Il faut qu'elle puisse être le support d'une collaboration entre le chercheur l'entraîneur et le sportif. Il y a une sorte de médiation culturelle. Si je ne sais pas ce que je vais transmettre pour que l'athlète soit son propre entraîneur d'une certaine manière, c'est que cette formalisation n'est pas assez aboutie ou pas assez effectivement appropriée. Alors bon, ce savoir-faire immédiat, maintenant si je passe du côté de savoir-faire immédiat, c'est d'abord un faire-face empathique. Je dirais empathique et éthique, dans le cadre d'une situation humaine, quoi. Effectivement, quand un entraîneur doit comprendre immédiatement que si lui, il entraîne, il n'y a que l'athlète qui s'entraîne, qui vit son entraînement du dedans, etc. Et que cet effort de compréhension est indispensable. Bon, un savoir faire face aussi au tout complexe de l'entraînement. Bon, j'avais
j'avais aussi, comment dire, évoqué cette troisième idée, qui c'était un savoir faire face à l'incertitude. Alors, si je passe, puisque on me demande d'accélérer, si j'ai bien compris, comment dire, aux orientations pour l'entraînement. Je dirais que, alors, je vais quand même essayer de synthétiser quand même ce que j'avais prévu. Je crois que les deux défis fondamentaux de la formation, dans une perspective donc où il faut aider les entraîneurs à s'informer, si je dis ça comme ça, c'est parce que à se former de l'intérieur, enfin de par leur propre mouvement. C'est aider les entraîneurs à s'approprier une technologie qui puisse constituer vraiment ces dispositions à agir, et deux, à enrichir leur savoir-faire face. Donc là, c'est comment. J'avais comment dire, envisagé donc de vous présenter des points d'ailleurs qui rejoignent pas mal ce qui a été présenté notamment par Serge ce matin. Une formation théorique qui rentre en résonance avec l'expérience immédiate des stagiaires. Donc je voulais aussi vous proposer un exemple, mais là j'aurai pas le temps. Donc l'ancrage dans des exemples, dans des scénarios types, dans des cas prototypiques. Bon. Une formation inductive plutôt que déductive, c'est-à-dire une formation qui parte, tout à l'heure Olivier a montré les ressources de Canal INSEP. Il y a dans ces ressources une mine de témoignages d'entraîneurs qui présentent dans la rubrique mémoire d'entraîneurs, de témoignages d'entraîneurs qui présentent plein d'exemples qui sont vraiment extrêmement riches. On peut faire travailler ça en formation d'une manière extrêmement riche également. Une focalisation sur la construction, ça a beaucoup été dit, ça rejoint pas mal de propositions qui ont été faites ce matin, sur la construction ou la délimitation des problèmes, plutôt que sur la résolution de ces problèmes. Bon, là, il y avait un petit exemple de situation assez connue, qui était de donner aux stagiaires la consigne qui consiste, vous avez 30 minutes pour préparer une séquence d'entraînement au basket, c'est des entraîneurs de basket, pour des joueurs minimes. Vous avez 30 minutes de préparation, allez-y, exprimez à haute voix tout ce que vous allez prendre en compte pour préparer votre séance. Et c'est tout ce que vous leur dites. Donc c'est évidemment une consigne extrêmement ambiguë, on leur dit rien d'autre. Et par contre, on prend en compte ce qu'ils disent, en leur donnant la possibilité de demander des informations supplémentaires s'ils le souhaitent. Et donc on prépare des informations qui concernent les conditions matérielles dans lesquelles on peut faire, l'âge des joueurs, leur expérience, enfin, etc., etc. Un des critères essentiels d'analyse ensuite de l'activité de ces entraîneurs dans la phase de préparation de leur séance, c'est quelles informations ils prennent, quelles informations ils demandent. Et il y a là un décalage assez important qui se fait entre les entraîneurs qui se disent « Ah ben, formation au passé bas, ben, je leur fais faire tel exercice, tel exercice, tel exercice, tel exercice. » Et ceux qui disent « Oui, mais ils ont quel âge ? Quel niveau ils ont ? Est-ce qu'ils s'entraînent ensemble ? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le dernier match ? Quel matériel j'ai pour m'organiser ? Etc. etc. »